Comment le capitalisme a rendu caduque l'esclavage? Alors, avant de faire ma réflexion, on va déjà historiciser les concepts et surtout le définir. L'esclavage, c'est le fait de prendre un être humain, de ne pas le payer, de le faire travailler, qu'il devienne ton objet. Alors, historiquement, l'esclavage a toujours existé. Chez les Grecs, il a permis la mise en place d'institutions démocratiques. Bah oui, à Athènes, bah oui. On est encore sur des sociétés très agraires, avec pas de machine. Tu vas travailler à ta place. Donc pendant que tu es dans les assemblées en train de faire la palabre, ben c'est bien d'avoir un esclave qui fait ton travail à ta place. L'esclavage a toujours existé dans toutes les sociétés, même si il est indéniable qu'en Occident, surtout à partir de l'époque carolingienne, l'esclavage va décliner ou d'autres modes de domination un peu plus triangulaires avec la féodalité. On a un pignon, une échelle de personnes qui doit faire des choses pour Pierre-Paul Jacques, allant jusqu'à la culture des champs. Bon. Dans le monde arabe, l'esclavage a une particulier. On ne peut pas réduire en esclavage les musulmans, les non-musulmans le peuvent, mais voilà. Ce qui amènera à énormément de conversions, ce qui amènera aussi à la traite arabo-musulmane, qui est que les Africains non-musulmans sont envoyés dans les terres d'empire, comme on dit. Au XVIe siècle, le déclin démographique en Amérique va imposer aux Européens de chercher d'autres esclaves, et ils vont se superposer sur des structures d'esclavage arabo-musulmanes et locales. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'esclavage aussi a une fonction. Ben oui, ton opposant politique, si tu le réduis en esclavage et que tu l'envoies loin de chez toi, ben il va pas beaucoup s'opposer. T'as un roi africain au XVIIe siècle, t'as un mec il est un petit peu chaud, un Ousmane Sonko de l'époque. Tu l'envoies cultiver du coton au Brésil et il va plus s'opposer grand chose. Concernant le capitalisme, il s'est surtout mis en place en 1776 avec les théories d'Adam Smith, mais il va surtout réellement se développer avec l'industrialisation qui demande, et je n'ai pas peur de le dire, des structures financières plus matures, plus complexes, un investissement à grande échelle, notamment pour les machines. Et là, vous voyez un peu la chronologie. Moi, je vous dis 1776 et la première révolution industrielle s'étend sur la première partie du 19e siècle. Alors que les mouvements abolitionnistes et la majorité de l'abolition de l'esclavage se fait aussi sur cette première partie du 19e siècle. En 1864, quand les États-Unis abolissent l'esclavage, l'Europe l'a déjà aboli. Le Royaume-Uni dans le premier tiers du 19e siècle, la France en 1848. Le Brésil tiendra jusqu'en 1889, mais c'est de manière très anecdotique. Et donc, la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, quand le capitalisme a apparu, l'esclavage a disparu? Parce que le capitalisme, c'est mieux que l'esclavage. Ah oui, je t'explique, je te le dis tel quel. Ne sois pas choqué. L'esclave, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'acheter. Tu dois l'héberger, tu dois le nourrir. Il est en ta possession, et si malheureusement il vient à être cassé parce que un mauvais traitement ou parce qu'il y a eu un petit accident de travail, tu es obligé d'en racheter un. Et donc loger, nourrir, donc oui, comme je disais, loger, nourrir, entretenir, lui, sa femme, ses gosses, bon, c'est pas facile, Puis en plus, s'il se révolte, t'es obligé de lui taper sur la gueule, c'est pas idéal. Alors qu'avec le capitalisme, on invente un truc qui s'appelle le salarié. Le salarié existe bien avant, mais le salarié, t'as pas besoin de l'acheter, t'as pas besoin de le nourrir, t'as pas besoin de le loger. T'as pas foncièrement besoin de t'en préoccuper. Tu lui donnes du fric à la fin du mois ou à la semaine, il travaille, s'il n'est pas content, tu donnes du fric à un autre, s'il meurt, tu donnes du fric à un autre, et donc t'as pas toute cette gestion à faire. Ce qui fait que la localisation, le truc marche du tonnerre de Dieu. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Même si les grands patrons d'industrie vont créer des sites industriels pour que les autres vivent dedans,
bah, c'est beaucoup plus rentable. Dans une société capitaliste qui s'industrialise, où on cherche la rentabilité, l'argent que je mets pour entretenir mes esclaves, je ne la mets pas dans mes machines. Alors que si je file moitié moins à un salarié, déjà, bah, je fais déjà moitié moins, donc je gagne du fric. Et en plus, je suis pas emmerdé, quoi. L'esclave, il peut se révolter. L'employé peut se révolter, tu le vires. T'en as 10 autres. Parce qu'il y a un truc aussi qui s'appelle le chômage, et puis t'es bien. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a à dire. Le capitalisme a rendu caduque l'esclavage. Après, certains théoriciens diront que le capitalisme est une forme d'esclavage. Et ils n'ont pas totalement tort. Nous sommes devenus esclaves de Monsieur Argent. Le champ social. Alors, aujourd'hui on va faire un peu de sociologie. Ouais, je sais. Donc le champ social, c'est en gros l'environnement où les interactions se font. Entre personne A, personne B. Et ces interactions sont codifiées par énormément de choses, ce qui fait société. C'est-à-dire déjà, premièrement, le langage. Qu'est-ce que je dis, comment je le dis, et comment ce que je dis est perçu dans le champ social. Parce que si je dis A, peut-être que dans un autre champ social, ça sera compris B. Ouais, un peu. C'est de là l'importance du langage, des mots, de définition, de linguistique. Ouais, je vous le dis, les mots ont un sens. Très peu de personnes nous parlent dans le name drop, hein, sans que c'est un putain de sens. À part 3 exceptions. Les chanteurs avec des paroliers de merde, les bébés et les mecs bourrés. Ah, et les vieux aussi. Et les fous, ça fait 5. Bon, c'est pas grave. Ce champ social est codifié par des règles. Pierre Bourdieu l'avait bien défini dans 2 grands ouvrages qui sont où il parlait des goûts des Français et il disait que les goûts des gens est influencé par un calva commun. Ah si, je t'assure, je vais te donner un exemple. Le caca, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que depuis des siècles et des siècles, on a dit que la pratique de manger du caca, la scatophilie, c'est une maladie. Donc, si manger le caca c'est pas bien, bah le caca, tout le monde va trouver ça dégueulasse. Mais ne t'inquiète pas que si on fait sauter le tableau de la scatophilie et puis qu'on trouve que le goût de la merde c'est génial, c'est putain de goûtu, c'est génial, ça fond sous la dent, oh putain c'est génial, et ben ne t'inquiète pas que les gens vont commencer à aimer le caca. Bon, peut-être des exemples un peu moins extrêmes, mais va faire bouffer un bon gros clacos, un bon gros fromage à la française. Ah, dans certains pays, les autres ils vont dégueuler. Pareil pour les escargots. Et en Afrique, on bouffe du chien. Alors qu'en France, Médor, des fois, il est même mieux considéré que Titouan. Donc à un moment, faut y aller doucement, quoi. Tu vois, tous ces goûts sont définis par la société. Et c'est là on arrive au deuxième concept important de Bourdieu. Putain, j'aime citer Bourdieu à 7h30 du matin, vendredi. Qui est l'habitus. Qu'est-ce que l'habitus? Alors l'habitus, c'est un truc merveilleux. En gros, l'habitus, c'est une sorte de petit logiciel, de petit programme que tu as à l'intérieur de toi et qui va définir toutes tes interactions sociales dans le champ social. Et oui, cet habitus est construit notamment par l'éducation, par les valeurs, par la société. Voilà, tu as intériorisé à l'intérieur de toi qu'il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Voilà. Et tout cela est acquis dans quoi? Dans un processus de civilisation, Norbert Elias. C'est-à-dire, tu ne nais pas en sachant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on te l'apprend. Enfin, normalement. L'éducation te l'apprend. Eh ouais, mon gars. C'est ça le truc. L'éducation t'apprend ce qui est bien et pas bien. Normalement, quand t'es éduqué, quand t'es pas un petit fils de pute, c'est une saloperie. Hein? Eh ouais. Donc voilà. Et donc dans ce champ social, il y a des interactions, comment dire, ascendantes, c'est-à-dire les gens vont se rapprocher, ou des interactions de rejet, la reject. Et oui, le rejet, on va détourner le regard, et là, voilà, c'est le dégoût, les dégoûts, toujours encore, Pierre Bourdieu, et voilà. Donc voilà à peu près les concepts de champ social. Pierre Bourdieu l'avait détaillé dans énormément de choses, dans énormément de points. Je vous conseille de taper Pierre Bourdieu, arrêt sur image,
où il va mettre en place sa théorie comme quoi les médias, surtout la télé, c'est un champ social médiocre. On est dans la validation liée à des habitus profonds. Il a 4 journalistes, il fait un casque V1. L'autre il arrive, déjà la première question qu'elle lui pose, la journaliste, l'autre déjà il interroge pourquoi tu me poses cette question et pourquoi ta question est stupide. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il le fait déjà comprendre. Et c'est génial de voir un intellectuel remettre en place cette clique de journalistes, parce que l'intellectuel est dans un champ social avec un vocabulaire, avec des règles, avec une interaction, avec des interactions. Il y a des gens que les intellectuels cherchent, il y a des gens qui fuient, et que la télé est dans un autre champ social, dans une autre interaction. Et oui, c'est toujours très bien quand tu fais de la sociologie de finir avec un putain de bon exemple, parce que les exemples confortent la théorie.